locomotives n'ont rien en commun avec les engins rudimentaires qui apparaissent en ce début de 19e siècle. Plus proche de la bouilloire que du véhicule moteur, les premiers essais n'impressionnaient guère. Molson devra se faire persuasif s'il veut convaincre d'éventuels actionnaires que la prospérité du pays passe par cette étrange machine. Le premier chemin de fer moderne, efficace, qui fonctionne avec une locomotive et des wagons, il ne s'agit donc plus d'un test ou d'un jeu scientifique, c'est en 1825. Donc en l'espace en gros une vingtaine d'années depuis les premiers travaux de Trevithick, les locomotives anglaises peuvent maintenant être utilisées pour des besoins commerciaux, réguliers. Leur capacité de traction est maintenant éprouvée. Et bien entendu, il ne s'agit pas tout de suite d'un trajet passager. Le premier usage, c'est comme une descendance en fait de l'usage minier. C'est les locomotives servant à tirer des wagons de minerais. Alors les passagers, ça va prendre un certain temps encore avant qu'on introduise vraiment le transport passager, mais ça va se faire très très vite. En 1830, Molson était devenu un personnage influent. Avec ses fils John Jr., Thomas et William, il forme un clan redoutable. Infatigable malgré ses 67 ans, le fondateur de la brasserie montréalaise met tout son poids dans l'organisation d'un lobby d'hommes d'affaires favorable à la construction d'un premier chemin de fer. La partie n'est pas gagnée. Les administrateurs du Bas-Canada résistent. Ils croient que la construction d'un canal navigable demeure la meilleure option. Ils ont gain de cause et en septembre 1831 débutent les travaux du canal de Chambly jusqu'à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. En février de la même année, les partisans du chemin de fer, dont fait partie Molson, reviennent à la charge. La Chambre d'Assemblée est saisie d'une pétition signée de la main de 74 hommes d'affaires et personnages en vue de Montréal. Ils demandent au gouvernement la permission de construire, à leurs frais, un chemin de fer entre La Prairie et Saint-Jean. Le groupe prit le nom de Compagnie des 74 propriétaires de la Champlain and St. Lawrence Railroad. Au début de l'année 1832, malgré l'opposition de plusieurs cultivateurs peu chauds à l'idée de voir leurs champs traversés par une machine à vapeur, le gouvernement donne son aval au projet. L'amélioration des transports est une priorité et il n'a pas à investir. Ne restait à la Compagnie des 74 qu'à convaincre les Montréalais et à réunir les fonds nécessaires. Il se passe 4 ans avant la construction du chemin de fer lui-même et son ouverture. Ces 4 ans vont être essentiellement tout simplement la difficulté de trouver les fonds eux-mêmes, parce que ces 74 propriétaires-là s'appellent 74 propriétaires, mais tous n'investissent pas des sommes importantes dans la compagnie. Ils ont déjà des entreprises, leurs capitaux sont déjà investis dans des entreprises plus traditionnelles, plus sûres pour l'époque. Le plus important bailleur de fonds et le principal actionnaire n'est nul autre que John Molson. Il verse à lui seul 9 000 livres, soit l'équivalent de 65 000 $, ce qui représentait le quart du coût estimé du chemin de fer. Molson venait de faire son entrée dans la grande histoire ferroviaire canadienne. La famille Molson, père et fils, va être la seule à rester intimement liée au Champlain-Saint-Laurence Railroad, qui donc va être le nom de la première compagnie ferroviaire, jusqu'à la fin. Et donc la fidélité qu'ils vont présenter, leur intérêt soutenu, justifie probablement en partie leur association continue jusqu'à nos jours avec le premier chemin de fer canadien. Mais la brasserie accapare de plus en plus Molson. Tout en demeurant actif au sein de la Champlain and St. Lawrence, il laisse à d'autres les postes de président et d'administrateur de la nouvelle compagnie. C'est à Peter McGill que revient l'honneur d'occuper la présidence de la première compagnie ferroviaire canadienne. McGill est bien connu du monde des affaires. Président de la Banque de Montréal, il fait partie de la bourgeoisie anglophone du Bas-Canada. John Chamberlain Pierce retient également l'attention. Ce marchand de Saint-Jean joua un rôle de premier plan dans l'avènement de ce premier chemin de fer. À l'automne de 1834, alors que le projet était sur le point de s'effondrer, Pierce mit ses talents de vendeur à contribution. Ses dons incroyables dans la cueillette de fonds et sa force de persuasion près des commerçants de Montréal remirent
projet sur les rails et lui donnèrent une place dans l'histoire. Le Canada était sur le point d'entrer dans une ère de développement sans pareil. Le train, cette fabuleuse invention du monde industriel, était maintenant à nos portes. Une grande période allait s'amorcer, celle de la folie du rail. Le défi qui attend maintenant la nouvelle compagnie des 74 propriétaires est de taille. Construire un premier chemin de fer à bras d'homme, traverse par traverse, dans un pays qui n'en est pas encore un. Non, il faut vraiment qu'on choisisse le blanc. Ça, c'est pas pire. Blanc candide. Non, trop neutre. Blanc perle. Trop coloré. C'est blanc. Dans la vie, il y a des décisions difficiles à prendre. Avec Fidelity Investments, le choix d'une société de fonds de placement n'a pas à en être une. Mais oui, mais le blanc, c'est primordial. Mais blanc, c'est vraiment une couleur. Ce sont des personnages historiques racontés par le cinéma. Suivez le récit fidèle de leurs faits et gestes posés pour la postérité. Cinéma Historia à Historia. Les plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre symbolisent notre travail auprès des enfants amputés. Le programme des vainqueurs procure à ces enfants des membres artificiels leur permettant de mener une vie active. Tout au cours de leur croissance, l'association sera là pour les renseigner, les guider et plus encore. L'Association des amputés de guerre permet aux personnes amputées de s'entraider grâce à votre appui au service des plaques porte-clés qui maintenant retournent les clés perdues par messagerie. En 1835, le chantier se met en branle. Les riches terres de la Prairie et de Saint-Jean se fendent sous le pic des ouvriers. Dans le sol ameubli, on dépose les dormants sur lesquels prennent place 2 lignes de bois longues et parallèles. La première génération de chemin de fer n'est que l'ombre de ce que deviendront les grands réseaux des décennies plus tard. Rien, aujourd'hui, ne subsiste des premiers rails construits selon une technique rudimentaire appelée chemin à lisse. Alors si on regarde sur ce rail-ci ici, nous aurions bien entendu une traverse en bois à cet emplacement-ci, mais essentiellement une base de bois sur laquelle reposerait une fine lamelle d'acier ou de fer forgé d'à peu près 10 cm de large et en gros 1/2 cm d'épais. Alors cette plaque d'acier, étant de mauvaise qualité, va fréquemment se défaire et à l'occasion va se relever ou se soulever ou se tordre et il va arriver soit des déraillements, etc. Sous la direction de 2 ingénieurs américains, William Casey et Robert Livingston, 1000 hommes, pour la plupart canadiens-français, s'attaquent d'abord au délicat travail de dénivellation. Alors la butte que j'ai derrière moi, c'est vraiment l'endroit où le premier train passait. Donc le train de 1836, le premier train au Canada passait sur ce trajet-là, sur cette butte-là ici, qui est une petite élévation pour gravir la pente qu'il y a au loin. Et, faut-il le rappeler, c'est le premier train, c'est important, c'est un vestige, en fin de compte, qui reste dans le paysage. Et c'est un témoignage de cette époque-là. Il n'y en a pas beaucoup à l'époque et on peut être chanceux d'avoir ce témoignage-là encore à la Prairie. La pose des rails s'effectue au rythme d'1 demi-mille par jour. Le chemin de fer devenait de plus en plus réel. C'est un gros travail parce qu'à cette époque-là, les premières locomotives étaient très peu puissantes et il ne fallait pas une grosse dénivellation. Il fallait
lorsqu'on avait une élévation à monter, il fallait s'y prendre longtemps à l'avance et il fallait faire des pentes très, très douces et très, très longues. C'est pour ça qu'on voit ici là, que la pente se prolonge longtemps avant de monter le petit buton qu'il y a au loin comme ça. Le travail achevé, la compagnie achète 4 wagons de passagers, dont 2 de première classe. Ils proviennent de firmes américaines, là où le chemin de fer a quelques années d'avance sur le Canada. Le confort est plus que rudimentaire. Sans portes et fenêtres, les voitures de 2e classe exposent les voyageurs à tout vent. L'absence de suspension ajoute à l'inconfort des passagers, déjà crispés par la peur que provoquent ces nouvelles venues. Mais le plus impressionnant reste à venir. Une merveille en provenance d'Europe est attendue dans la colonie. La population du Bas-Canada pourra enfin voir à quoi ressemble une locomotive. La divine machine, c'est la Dorchester. Elle est la 127e locomotive fabriquée par la firme de Robert Stephenson. Baptisée ainsi, en l'honneur du nom porté alors par la ville de Saint-Jean, seule cette réplique, conservée au Musée ferroviaire canadien de Saint-Constant, nous permet encore de l'admirer. Mais en fait, c'est la toute première locomotive qui a fonctionné au Canada, entre La Prairie et Saint-Jean. Elle a été fabriquée en Écosse et livrée en 1836 pour l'utilisation donc sur le premier chemin de fer. Alors c'est une toute petite machine qui est tout à fait typique des engins fabriqués par les Anglais, en fait dans ce cas-ci les Écossais, entre les années 1830 et 1840. Sa particularité, c'est d'être capable de tirer à peu près 7 ou 8 petits wagonnets, il ne s'agit pas de grands wagons, et demande 2 personnes bien sûr pour la faire fonctionner. À sa manière, toute petite qu'elle soit, elle est en fait à l'origine de toute une lignée de machines qui vont être bientôt construites au Canada, qui vont devenir de plus en plus grosses, de plus en plus importantes. Et cette toute petite machine que nous avons derrière nous ne doit pas être jugée par sa taille, mais par sa descendance. Aux grandes dames des curieux, l'arrivée de la Dorchester s'entoure d'un grand mystère. L'engin dissimulé dans un garage est placé sous bonne garde. Quant aux essais, ils se feront de nuit. Elle est capricieuse. Dès les premiers essais, elle soupire, racle, fait un vacarme d'enfer. Dans un suprême effort, les roues font finalement un demi-tour, puis s'arrêtent. Le mécanicien, un Écossais que l'on dit bourru mais compétent, inspecte l'engin, puis recommence. Elle siffle, geint, vibre, mais tout son corps refuse toujours de bouger. Le brave mécanicien était sur le point d'abandonner lorsque lui vint une idée. Il saisit une bonne quantité de bois puis emplit la chaudière. C'est le miracle. Montez, dit-il aux administrateurs de la compagnie tout en lançant « Votre cheval n'était pas assez nourri !» Gonflé d'orgueil, le mécanicien poussa alors sa machine au-delà des 32 km à l'heure. Un exploit. Les premières locomotives à vapeur de l'histoire fonctionnaient à l'eau et au bois. Le réservoir de la Dorchester peut contenir jusqu'à 320 000 litres d'eau. Sa longue cheminée, mesurant plus de 3 mètres, a pour but d'éviter que les étincelles, en retombant, ne mettent le feu aux arbres. Ses 4 roues motrices, de près d'1 mètre de circonférence, sont faites de bois bandé de fer. Dans sa grande simplicité, la Dorchester n'en est pas moins le point de départ de toute l'histoire ferroviaire canadienne et à l'origine du développement de ce pays. Toutes les locomotives de première génération sont des machines qui, en fait, sont déjà assez efficaces, mais encore à faire leurs preuves, et il n'est pas rare qu'elles aient des problèmes. Bon, c'est dû à un certain nombre de facteurs techniques. Il ne faut pas oublier non plus que la machine a été transférée d'Écosse au Canada, elle n'a pas été fabriquée ici, donc le voyage lui-même a peut-être influencé l'état des tubes à l'intérieur de la chaudière, etc. Elle va hoqueter, comme on dit, elle n'aura pas la capacité de tirer en fait sa pleine charge, si bien que le lendemain, lors de l'inauguration, elle va être capable de faire son travail, d'aller de la Prairie à Saint-Jean et de revenir, mais avec une partie seulement de son chargement. Les autres personnalités vont devoir suivre avec des véhicules tirés par des chevaux. L'entêtement de la Dorchester demeure gravé dans l'histoire du premier chemin de fer. Les caprices de sa mécanique lui vaudront d'être affublée du sobriquet « Kitten ». On disait d'elle qu'à l'image d'un chaton, elle était enjouée mais sensible aux humeurs. Une semaine avant l'inauguration de la Champlain and St. Lawrence Railroad,
Elle faillit voler en éclats à la suite d'un incendie. Des réparations sommaires sont rapidement effectuées. Les administrateurs inquiets croisent les doigts. L'inauguration du premier chemin de fer canadien est prévue pour le 21 juillet 1836. Tous les yeux étaient maintenant tournés vers le nouveau cheval de fer. Ces choses de la vie qui font de nous des stars. Ils occupent une place tellement importante dans nos vies que nous ferions des folies pour les posséder. Le mythe est né. La fabuleuse histoire de dimanche 18h à Historia. Pour faire plaisir à l'être aimé, dans une atmosphère à l'italienne, rehaussée de l'unique saveur de la vraie cuisine méditerranéenne. Chez Datoni Massarelli, le restaurant d'ambiance musicale où la danse se mêle au vaste choix des mets spécialement prêtés pour vos tête-à-tête ou réceptions. Alors, n'oubliez pas, c'est Datoni Massarelli. À l'avant. Il était une fois 1000 ans d'histoire. Le récit de sociétés qui ont bâti le monde, des idées qui ont traversé les cultures. La Terre est devenue ronde et l'homme a marché sur la Lune. 1000 ans, c'est l'histoire de Millennium. Millennium, jeudi 20h à Historia. Au Québec, plus d'une personne sur 3 mourra d'une maladie cardiovasculaire, ce qui signifie plus de 19 000 victimes chaque année parmi nos connaissances, nos amis, notre famille. Plus de 19 000 morts, soit une victime toutes les 27 minutes. Les maladies cardiovasculaires, nous sommes tous concernés, nous sommes tous visés. En ce 21 juillet 1836, toute l'attention se porte vers la prairie où doit enfin avoir lieu le premier voyage en train du Canada. Tôt le matin, 300 invités quittent Montréal à bord du nouveau vapeur Princess Victoria qui les amène vers l'autre rive du Saint-Laurent. Quelques mois auparavant, une mauvaise grippe a eu raison des ardeurs de John Molson.
Il décède le 7 janvier 1836 à l'âge de 73 ans, sans avoir eu le temps de voir l'aboutissement de ce grand projet. Il laissa à ses fils les affaires de la compagnie et le soin de faire entrer dans l'histoire ce 21 juillet 1836. Cette date revêt une importance particulière pour Roger Ménard, chauffeur de locomotive à vapeur de père en fils, né 100 ans jour pour jour après l'inauguration du premier chemin de fer canadien. Ma date d'anniversaire, c'est 21 juillet 1936. Ça faisait 100 ans que le chemin de fer était... il y avait eu la première locomotive, premier train entre Saint-Jean et la Prairie. Alors moi, je suis né le 21 juillet 1936. Entré au Canadien national dans les années 50, Roger Ménard a connu la belle époque des locomotives à vapeur. Il n'a pas de peine à imaginer l'excitation qui devait régner à la Prairie le 21 juillet 1836. Il me semble que ça a dû être fantastique. Je vois les gens, j'ai une photo de ce temps-là, je veux dire. Tu vois les gens, ça c'est pas venu habillé, c'était un gala, me semble. Les hautes formes, les côtes à queue, les dames avec des robes qui étaient longues, tu sais, des robes, puis... Il me semble que le premier ingénieur de cette locomotive-là, puis le chauffeur, il me semble que ça devait être fantastique. Ça devait être fantastique à ce moment-là. Au village de Saint-Jean et de la Prairie, l'excitation est en effet palpable. Endimanché, comme pour la grand-messe, on s'attroupe autour de la divine machine. Les villageois surveillent l'arrivée des dignitaires et des riches dames anglaises, vêtues pour l'occasion de leurs plus beaux atours. On ne veut rien manquer de cet événement qui réunit toute l'élite coloniale, y compris le gouverneur général, Lord Gosford. Sont bien sûr présents John Molson Jr., Peter McGill, premier président de la compagnie, et, présence remarquée, le patriote Louis-Joseph Papineau, président de l'Assemblée législative. Pour ce moment unique, les divergences politiques sont mises de côté. La Prairie, à l'inauguration en 1836, c'est une grosse fête. C'est une grosse fête, tout le gratin est là. En fin de compte, les notables, les Molson, tous les hauts dignitaires sont là à cette époque-là. On a invité aussi Louis-Joseph Papineau. Malgré les troubles qui s'en viennent, on sait que c'est une période politique assez chaude, assez contestée, mais on ne pouvait pas ne pas inviter Louis-Joseph Papineau pour ne pas se mettre les Canadiens français à dos. À la vue du cheval de fer et du nuage noir qui s'en échappe, les visages s'allongent. Les conversations font place au silence. Puis, c'est le moment attendu. À 12h10, les invités sont priés de monter à bord. Au grand étonnement de tous, le convoi ne prend que 59 minutes pour franchir les 38 km de voie entre La Prairie et Saint-Jean. Le reste des invités qui suit en voiture à cheval le rejoint 1 heure plus tard. Sur le quai de la nouvelle gare de Saint-Jean, un déjeuner arrosé de champagne et de madère attend les invités. Grisé par tant d'émotions, même le réservé Peter McGill s'élança dans une suite de discours et de toasts joyeux. Vers 16h, le cortège quitte Saint-Jean. L'optimisme règne et on attelle 4 wagons derrière la Dorchester. On aurait dû reprendre le bateau pour Montréal le soir même. Mais le mauvais temps, des ennuis mécaniques et un invité passé par-dessus bord les oblige à rebrousser chemin. Mais là, le capitaine décide qu'il est trop tard, il y a un peu de brume sur le fleuve. Il ne veut pas risquer la vie de ses passagers. Alors, il décide de rester à La Prairie au quai et on repartira que le lendemain. Et là, on va fêter, on va continuer la fête en fin de compte. Et on essaie d'héberger tout ce beau monde-là un peu partout. On n'a pas la place nécessaire, donc il y a quelques hôtels du coin. Et on va héberger plusieurs personnes aussi dans les maisons de La Prairie. Alors, je sais qu'il y a eu de la danse pendant cette soirée-là. Il y en a qui ont fêté assez tard. Donc, c'était la joie, c'était la réjouissance. C'était un grand événement. Et puis, il faut se rappeler aussi, c'est un grand événement de 1836. Tout le monde fête ensemble. C'est là,
dans le cœur de ce qui est aujourd'hui devenu le Vieux-la-Prairie, qu'a lieu cette nuit mémorable. Dans les chaumières, on regarde s'amuser les gens du monde qui célèbrent avec grand bruit ce premier voyage en train du pays. Lors de ces célébrations qui réunissaient anglophones et francophones, on ne se doutait pas que l'année suivante, un chapitre tragique de notre histoire allait s'écrire. Le 26 novembre 1837, Lord Gosford émet un mandat d'arrestation contre 26 dirigeants des Patriotes, dont Louis-Joseph Papineau. Au cours de cette période trouble, le nouveau chemin de fer sera utilisé pour le transport des troupes et des armes. Plusieurs fois au cours de l'histoire, la guerre servira à prouver l'utilité du train et à obtenir des capitaux. Au cours de cette période d'agitation, les marchands de Montréal et la compagnie ferroviaire durent faire face à la crise économique. Celle-ci avait forcé les banques à fermer leurs portes. L'argent se faisait de plus en plus rare. La situation obligera certains commerçants, dont la famille Molson et la nouvelle compagnie de chemin de fer, à imprimer pour un temps leurs propres billets de banque. Malgré ses débuts difficiles, le chemin de fer était bel et bien installé sur ses rails, prêt à continuer sa course vers le progrès. L'industrie ferroviaire canadienne en était encore à ses premiers balbutiements, mais déjà l'intérêt de la population pour ce nouveau moyen de transport laissait présager un brillant avenir. Le train était l'innovation du siècle. Tarifs, billets, horaires font leur apparition, suivis des premières excuses pour cause de retard. Le train crée de nouveaux emplois. À bord, les Canadiens remplacent peu à peu la main-d'œuvre européenne et américaine. Le premier contremaître canadien est d'ailleurs un employé de Molson. Plusieurs Canadiens français, autrefois assignés au bateau à vapeur, prennent maintenant place à bord de la nouvelle machine de fer. Cette nouvelle génération de gens de train ouvrait la voie. Après eux, des milliers d'hommes marcheraient sur leurs traces et vivraient à leur tour pour le chemin de fer. Quand moi j'ai commencé, je gagnais 13,94 $ par jour. 8 heures de temps. Fait que figurine, 1,80 $. Fallait aimer ce que tu faisais. Et beaucoup. C'était pas une vie facile, mais c'était une vie que, quand tu débarquais, t'étais senti utile. Autant le chauffeur que l'ingénieur. C'est ça qui était. Comme je vous dis, c'est vous qui conduisiez l'engin, c'est vous qui meniez l'engin, c'est vous qui a chauffé cet engin-là. Au cours de sa première année d'opération, 16 000 voyageurs et 3 000 tonnes de marchandises furent transportés par le Champlain and St. Lawrence Railroad. La compagnie enregistre même des profits, accomplissant ainsi un tour de force que bien peu de ses successeurs réussiront à réaliser. La Dorchester avait finalement bien joué son rôle. Mais au bout de quelques années, la vitesse limite de 60 km/h que pouvait atteindre la valeureuse locomotive ne suffisait plus. Elle fut vendue à Barthélemy Joliette, fondateur de la ville du même nom. En 1864, elle déraille, s'enflamme et explose comme un vieil étuveur qui a fait son temps. La Dorchester sera remplacée par une locomotive de 16 tonnes beaucoup plus performante. Les dirigeants de la compagnie la baptisèrent du nom de John Molson. Derrière elle, des milliers d'autres locomotives allaient bientôt parcourir le pays entier. Une grande industrie venait de voir le jour. Le service Sympathico a quelque chose de nouveau. Le forfait Internet accès illimité, comprenant le CD-ROM de démarrage et un mois gratuit pour seulement 22,95 par mois. Voilà une offre qui fera tourner la tête de bien des souris. L'histoire
événements qui ont retenu l'attention du monde entier. Tournant de l'histoire, vendredi 21h à Historia. L'histoire des États-Unis, un regard unique sur les hommes et les femmes qui ont bâti l'Amérique. Histoire des États-Unis, mercredi 20h à Historia. Il était une fois 1000 ans d'histoire. Millennium, jeudi 20h à Historia. La brasserie Molson, rue Notre-Dame à Montréal, occupe encore aujourd'hui le site stratégique choisi par son fondateur il y a plus de 200 ans. C'est donc 2 siècles de notre histoire que le nom Molson, inscrit sur ses murs, aura vu défiler. Déjà en 1867, année de la Confédération canadienne, la brasserie avait atteint l'âge honorable de 81 ans. L'esprit de John Molson est demeuré présent au sein de cette grande entreprise familiale. Son visage fier et sérieux, peint sur ce portrait accroché au mur de la salle du conseil d'administration, continue de veiller sur la destinée de la compagnie. Le vieux Molson indiqua par voie testamentaire que la toile devait y demeurer tant et aussi longtemps que la famille conserverait le contrôle de l'entreprise. Une petite excentricité qui dépeint bien le caractère et la personnalité de cet homme puissant et profondément attaché aux valeurs familiales. De grandes institutions comme l'Hôpital général de Montréal et la Banque de Montréal doivent en partie leur existence à la dynastie Molson. Cette grande famille montréalaise laissa sa marque, associant son nom à des entreprises devenues symboles. Chaque année, Molson brasse environ 9 millions d'hectolitres de bière répartis en 80 marques de commerce. La petite brasserie du courant Sainte-Marie a donné naissance à un empire commercial dont les activités s'étendent bien au-delà des frontières canadiennes. Brillant administrateur, habile commerçant, l'histoire retiendra de Molson son implication dans l'amélioration des transports à l'époque où le Canada n'était qu'une colonie d'Amérique du Nord britannique. Les héritiers de John Molson sont demeurés au sein de la compagnie Champlain & St. Lawrence jusqu'à sa dernière année d'opération en 1873. Les fils, John Jr. et Thomas, occupèrent tour à tour la présidence de la compagnie. Quelques années après l'inauguration du premier chemin de fer, de nouvelles compagnies se lancèrent dans la grande aventure ferroviaire. En 1850, le Canada possédait 130 km de voies ferrées. Avec l'arrivée de compagnies comme le Grand Trunk Railway, les premiers véritables réseaux commencèrent à se constituer. Le petit chemin de fer réunissant le Saint-Laurent et le Richelieu avait ouvert la voie. Une grande épopée allait suivre. La construction mètre par mètre du réseau canadien de chemin de fer et avec lui, la naissance de l'une des plus importantes industries du pays. L'industrie ferroviaire s'est développée très lentement au Canada. Dans les années 1830 et 40, on ne peut pas vraiment parler d'industrie ferroviaire comme telle. Des matériaux proviennent de petites industries locales, mais la majorité du matériel est importé de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Où ça change, c'est dans les années 1850. C'est au cours de ces années qu'apparaissent au Canada d'importantes compagnies ferroviaires. Le Great Trunk et le Great Western Railway sont les 2 principaux réseaux dotés d'usines de train. Ils ont également provoqué la création d'autres réseaux, et c'est à partir de là qu'une vraie industrie ferroviaire s'est développée. Cette industrie devient un atout majeur, sinon le principal atout d'un nouvel environnement industriel canadien débuté dans les années 1850.
En 1923, le gouvernement prit en charge les opérations de certaines compagnies ferroviaires, dont le réseau du Grand Trunk. Le Canadien national allait voir le jour, le premier réseau national de chemin de fer canadien. Encore aujourd'hui, les wagons marqués du grand C et du grand N ratissent le pays tout entier. Avec ses 24 000 km de voies, il est le plus vaste réseau ferroviaire du Canada. Au Canada, avant l'acquisition de l'Illinois central, le CN en a 13 000 milles de voies qui va d'un océan à l'autre. On est le seul chemin de fer au Canada, puis même le seul en Amérique qui touche les deux océans. On va de Halifax jusqu'à Vancouver. Et puis, avec l'Illinois central, on va jusqu'au golfe du Mexique. Fait que maintenant, on touche 3 océans en Amérique. Les autres chemins de fer n'en touchent seulement qu'un. Fait qu'on est le seul qui est vraiment le chemin de fer nord-américain, si on peut dire. En juillet 1999, l'Illinois Central, un chemin de fer américain du Midwest et l'un des plus anciens réseaux ferroviaires des États-Unis, devenait la propriété du Canadien national. Les 5500 km de voies reliant Chicago à la Nouvelle-Orléans permettent maintenant au CN de faire rouler ses convois sur le continent du nord au sud. Bien, ça a été un coup de maître, je crois, d'avoir acheté l'Illinois central. C'est une chose qu'on n'aurait jamais pensé faire il y a quelques années. Le CN, c'est une compagnie de la couronne canadienne pendant 75 ans et plus. Fait qu'une fois qu'on a été privatisé avec l'arrivée de M. Tellier, ça a été une décision là, importante d'aller acheter un chemin de fer américain qui était le plus vieux en Amérique et puis qui va le long du Mississippi, de Chicago vers le sud. Fait qu'avec surtout, ce qui nous aide beaucoup, c'est avec le libre-échange. Il y a de plus en plus d'expéditions qui vont du Canada vers les États-Unis. Fait que notre réseau maintenant permet aux expéditeurs d'aller presque partout aux États-Unis. Et puis en plus aussi, on a fait une alliance avec le Kansas City Southern qui nous permet d'aller au Mexique. Fait que le libre-échange maintenant, c'est le Canada, les États-Unis et le Mexique. Fait que le fameux triangle, c'est ça, ça va d'un océan à l'autre, puis jusqu'au golfe du Mexique, puis jusqu'au Mexique. Au 19e siècle, une telle alliance aurait été inconcevable. À l'aube d'un nouveau millénaire, elle ouvre la porte à toutes les possibilités. En décembre 1999, le Canadien national annonçait un regroupement de ses activités avec le géant américain Burlington Northern Santa Fe. Cette fusion, une fois concrétisée, va créer la plus importante compagnie de chemin de fer en Amérique du Nord avec 80 000 km de voies ferrées. Un chemin de fer nouveau pour une ère nouvelle. Depuis les débuts de l'ère du rail au Canada, les dirigeants des compagnies ferroviaires n'ont cessé de chercher à repousser les limites de nos frontières. Le rêve de conquérir les riches marchés américains fut à la base même de l'implantation d'un premier chemin de fer au pays. Avec l'acquisition de l'Illinois central et une fusion qui en ferait un géant ferroviaire, le CN termine un long chapitre d'une histoire commencée il y a plus d'1 siècle et demi.